Mon Dieu, c'est pas possible. Non mais c'est pas vrai. Je vous laisse un instant, docteur. Faites donc. J'en ai plus pour bien longtemps, hein. À tout de suite. Ah, Madame Bertin. Oui. Asseyons-nous tranquillement. Nous allons bavarder. Ne vous troublez pas. Voyons. Vous êtes tout à fait sûr de ce que vous avancez quand vous dites qu'il y a des choses bizarres que vous ne comprenez pas. Tout à fait sûr, monsieur le commissaire. Non, pas commissaire, inspecteur. Ah bon, monsieur l'inspecteur. Il n'y a pas d'erreur possible. Si vous voulez, je peux vous raconter comment ça s'est passé avec tous les détails. J'aimerais bien, en effet. Eh bien voilà. Ce matin, j'ai ouvert la porte à 9h pile, surprise de trouver toutes les pièces plongées dans l'obscurité, toutes, sauf le bureau de monsieur resté éclairé. Alors je m'y suis précipitée, et là, mon Dieu, monsieur Rugère était assis, ou plutôt comme enfoncé dans son fauteuil, la tête penchée sur le côté, pâle, et oui, je peux le dire, souriant. Il souriait, monsieur l'inspecteur, l'air heureux, quoi. Et vous avez alerté aussitôt la police par téléphone. Oui, mais pas d'ici, de chez la concierge. Et vous avez attendu notre arrivée pour retourner dans l'appartement. Non, je suis tout de suite remontée avec Madame Coudert, la concierge. Ensemble, nous avons parcouru pour ouvrir les persiennes, mais sans toucher à rien d'autre, et en évitant le bureau de monsieur dont nous n'avons même pas éteint la lampe. Et vous avez bien fait. Et c'est au cours de cette visite des chambres que vous avez découvert quelque chose d'anormal. À vrai dire, monsieur l'inspecteur, je sais pas, c'est peut-être une toute petite chose sans importance. Et vous allez me trouver stupide. Mais pas du tout. Racontez. Je vous avais dit avoir posé sur une chaise dans la salle de bain, et bien en vue, une chemise repassée la veille, dont je devais recoudre le bouton qui manquait au col. Oui. Non, ça, je peux pas y croire. Quoi? La chemise n'y était plus? Si, monsieur, elle était sur la chaise, bien pliée, telle que je l'avais placée. Seulement le bouton de colle était recousu. Et alors? Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Monsieur Rugère a pu le recoudre lui-même. Lui? On voit bien que vous l'avez pas connu. D'abord, il aurait fallu qu'il trouve une aiguille déjà enfilée, car il était bien incapable de passer le fil dans le chat d'une aiguille. Voyons, Madame Bertin, une femme a pu venir et... Monsieur Rugère lui aurait pas demandé de recoudre un bouton. D'autant plus qu'il n'y avait pas urgence, et que d'ailleurs il ne le savait même pas. Et puis même s'il était parvenu à réaliser ce petit travail, monsieur Rugère n'aurait pas pu remettre la chemise en l'état, la bien replier telle qu'elle l'était. Non, il y a là-dessous quelque chose de mystérieux. Eh bien, nous tâcherons d'éclaircir ce mystère. Ah, docteur. Alors? Apparemment, rien d'anormal. La mort remonte aux environs de 3h du matin. Ah. Dites-moi, Madame Bertin, monsieur Rugère avait-il l'habitude de veiller si tard la nuit? Mais difficile de vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'il était toujours habillé comme pour sortir quand je le voyais le matin à 9h. De toute façon, la mort ne l'a pas surpris en train d'écrire ou de lire. Son bureau est net, tout semble avoir été minutieusement rangé. Peut-être allait-il se coucher à ce moment-là. Madame, il devait avoir un médecin traitant, le connaissez-vous? Oui, c'est le docteur Lablény qui demeure au 17 de notre rue, à 3 maisons d'ici. Le docteur est surtout un ami de monsieur Jacques, le fils de monsieur Rugère qui est en Angleterre. Lablény, dites-vous, mais je crois le connaître. Et à tout hasard, je vais lui téléphoner. J'ai vu le répertoire d'adresses sur le bureau. Je reviens. Eh bien, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, Madame Bertin.
À part cette histoire de bouton de colle qui vous turlupine, vous n'avez jamais constaté d'autres petits faits du même genre? Du même genre? Peut-être pas. Non. Dites toujours, on ne sait jamais. Par exemple, des objets que j'avais placés d'une certaine façon sur la cheminée, ici même, ou sur la commode, dans la chambre, eh bien, ils se trouvaient disposés autrement du jour au lendemain. Et il en était de même pour des chaises ou des petits meubles, souvent dérangés. Cela prouve que votre patron était un peu maniaque, ou bien au contraire qu'il aimait le changement. Oh, c'est ce que je me suis dit moi aussi, mais en réfléchissant, ça me semble encore plus curieux. Parce que maintenant, il me revient une chose plus singulière encore. Tenez, les plantes que vous voyez là, ces plantes, je les arrosais de temps en temps. Les unes une fois par semaine, les autres 2 fois, parce que vous savez, il y en a qui demandent moins d'eau, d'autres davantage. Oui, je sais, oui. Or, un jour, il m'est arrivé de constater que des plantes que j'avais pas arrosées volontairement la veille se trouvaient l'être le lendemain. J'en ai même fait la réflexion à monsieur qui m'a répondu qu'il n'avait pas touché à l'arrosoir. Alors vous comprenez, après tant de bizarreries, je commence à me poser des questions. Nous essaierons d'y répondre, ma bonne dame, surtout si le médecin de votre employeur venait à ne pas confirmer la mort naturelle. Ah, justement. Docteur, vous avez pu joindre votre confrère? Oui, il n'était pas chez lui, mais je l'ai obtenu à la clinique indiquée par le répondeur. La nouvelle a consterné l'ami, mais sans tellement surprendre le médecin. Oui, la santé de M. Ruger avait été fortement ébranlée par la mort de sa femme il y a près de 2 ans. Et il offrait moins de résistance à la menace de thrombose que lui faisait courir le mauvais état de ses jambes. Après une phlébite, il avait déjà fait une embolie pulmonaire. Ça explique ce qui a pu se passer. Cette fois, le cœur... Il reste donc à prévenir la famille. Le docteur Lablény, qui est un ami intime du fils, lui téléphone à Londres en ce moment même. Alors pour moi, tout est normal. Je pense pouvoir délivrer le permis d'inhumer. Excusez-moi, docteur. Je voudrais... Enfin, il me semble... Ouais, j'ai l'impression que quelque chose vous préoccupe, inspecteur. Oh, 2 fois rien, des déductions, vous savez, qu'on fait par routine, à la suite de certaines observations. Par exemple, il a suffi que Madame Bertin, ici présente, m'ait dit qu'elle trouve anormal que les meubles, enfin des objets, aient été déplacés à son insu, pour que je me pose la question. Quelqu'un rend-il parfois visite à M. Ruger après le départ de la femme de ménage, par exemple? Si oui, j'aimerais savoir qui, surtout dans le cas où le fils découvrirait que le bureau a été ouvert et qu'il manque des choses dans les tiroirs, dans la bibliothèque ou ailleurs, que sais-je. Mais vous avez raison. Monsieur Ruger fils sera à Paris ce soir. Le permis peut attendre 24 heures. J'espère bien qu'au terme de votre enquête, il n'y aura pas lieu de procéder à une autopsie. Je le souhaite aussi. Bon, là-dessus, je file. Je suis appelé au parquet. Je pense que vous voulez attendre mon confrère qui va arriver d'une minute à l'autre. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Nullement, voyons. Au revoir, inspecteur. Au revoir, docteur. Madame. Au revoir, monsieur. Oui. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Rien. Vous pouvez vous retirer. Mais revenez demain matin, le fils de M. Ruger sera là et votre présence est très utile. Bien, monsieur. Ah, encore un détail, s'il vous plaît, Madame Bertin, oui. Excusez-moi. Non. Mais c'est toujours au sujet de ce fameux bouton de colle. Oui. Oui, vous m'avez bien dit que M. Ruger aurait été incapable d'enfiler une aiguille. Parfaitement. Et je le maintiens. Avez-vous jeté un coup d'œil sur la boîte à ouvrage? Pas depuis que je m'en suis servi vendredi dernier, il y a 8 jours. Où est-elle? Dans le placard de la salle de bain. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci, chère madame, votre concours m'a été très précieux. À demain. À demain, monsieur. Allô, commissariat, écoute. Allô, Le commissariat. Allô, c'est toi, Albert? Oui. Oui, c'est moi. Oui, ici Massin. Ça va? Oui, ça va. Ah. Écoute, je suis dans l'appartement de M. Ruger. Tu sais, oui, l'appel de ce matin. Oui, et quelle adresse?
l'adresse. Et l'adresse est devant toi, sur mon bureau. Ouais. Ah oui. Tu vois, oui. Ouais. Bon, alors téléphone à l'identité judiciaire qu'elle rapplique ici immédiatement. C'est grave? Quoi? Je te demande si c'est grave. Mais non, c'est peut-être rien du tout, mais enfin, je veux savoir. Bon, eh bien, écoute, Oui, je compte sur toi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Ciao. Pour un bouton de chemise. Faut-il que je sois bête? Enfin, on verra bien. Alors, c'est entendu. Je reviendrai cet après-midi. D'accord. Mais avant de partir, ayez la bonté de mettre 2 verres et quelque chose à boire sur la petite table. Je vais recevoir le docteur Lablény dans un instant. Bien, monsieur. Allô? Allô, Victor? Écoute, vieux, peux-tu venir tout de suite? J'ai trouvé. Hein? Oui? Oh, un simple cahier d'écolier. Comment? Non. Non, ça explique tout, mais ça ne résout rien. C'est bouleversant, voilà tout. Alors, l'inspecteur a conclu que Madame Bertin est très impressionnable. Qu'elle ne se souvient pas avoir elle-même... qu'elle déraille un peu. Et pourtant, Madame Bertin avait raison, mon vieux. Ce n'est pas elle. Qui? Je peux pas te le dire comme ça, viens vite. Ensemble, nous essaierons de comprendre. Hein? Ah, à tout de suite. Maman. Papa. La mort n'existait pas pour eux. C'est le petit cahier dont tu m'as parlé? Oui. Mais dis-moi, Victor, avant de l'ouvrir. Mon père ne t'a jamais fait de confidence? À quel sujet? Il était devenu insomniaque. Ne t'a-t-il jamais parlé de ses rêves, de ses cauchemars? Pourquoi cette question? Parce que ce cahier contient le récit d'entretien que mon père assure avoir eu par 3 fois avec ma mère. Précisément depuis près d'1 an. Ah. Oui. Oh, conversation nocturne, relativement brève, qui ne recouvre que quelques pages. Cependant, elles expriment 50 années de leur vie, de leur amour. Tu ne dis rien, quoi penses-tu? Où as-tu trouvé ce cahier? Au milieu d'une pile d'agendas, de carnets de comptes de ménage, d'anciennes factures. J'allais faire un paquet de toute cette paperasserie quand il a glissé et tombé par terre. Je l'ai ramassé en l'ouvrant négligemment. Juge de ma stupéfaction qu'en reconnaissant l'écriture de mon père, j'ai saisi l'étrangeté des dialogues que j'avais sous les yeux. 3 entretiens, dis-tu? Oui. Sont-ils datés? Le dernier seulement, je crois. Vois. Vendredi 29 juin. Or, il est mort subitement dans la nuit du jeudi au vendredi, avait dit le docteur Flo, vers 3 heures du matin, et après avoir rangé, dissimulé, le cahier comme d'habitude. C'est étrange. Je ne sais pas ce que tu en penseras après la lecture, mais sache qu'elle a été apaisante pour moi. Papa avait sa propre certitude et il est mort heureux. Maintenant lis. Et moi je relis en même temps que toi par-dessus ton épaule, silencieusement. Un simple petit cahier d'écolier. Un tabernacle. J'ai longtemps hésité, avant de confier à ces pages
la relation de 3 de mes entretiens que j'ai eus avec celle qui fut ma compagne pendant 50 ans. Entretien nocturne que je jure d'avoir fidèlement rapporté. D'abord, je me suis cru le jouet de mon imagination. Au profond de la douleur, je passais du sommeil au réveil, en proie à la même hallucination. J'en parlais au docteur Lablény, qui me prescrivit des calmants. Après quelques semaines de répit, la vision est réapparue. Une fois encore, sorti du sommeil, le rêve se prolongeait, devenait réalité. Oui, oui, tu peux tourner la page. Inchangée, elle me regardait, et je n'osais pas bouger, craignant qu'un simple geste la fît disparaître. C'est alors que je me suis entendu dire « Tu reviendras ». Et elle de répondre « Oui, bientôt ». Et l'image s'est évanouie. Il me semblait que la main guérisseuse de Paul caressait mon front. Mais je ne croyais plus que je la reverrais telle qu'elle m'était apparue la dernière fois dans mon rêve prolongé. J'avais tort. Elle a tenu sa promesse. Bien avant l'aube, elle est entrée dans ma chambre. Je consigne ici la relation exacte du premier entretien que j'ai eu avec ma femme morte, avec mon amour vivant. Non, ce n'est pas possible. Je suis éveillé, n'est-ce pas? Et c'est toi que je vois. C'est ta robe que je touche. C'est ta main que je prends. Je ne peux pas y croire. Mon chéri. Et c'est ta voix que j'entends. Tu es vivante, mon amour. Pour toi, je suis vivante. Mais c'est toi qui es présent dans ma propre mort. Je pensais que l'imagination me trompait. Je t'ai appelé tant de fois, dans mes silences remplis de larmes, que je trouvais normales tes apparitions. Jusqu'alors, elles n'étaient que fugitives et s'effaçaient dès que j'ouvrais les yeux. Que pouvais-je faire d'autre? Le rythme de notre vie a été brisé brutalement et notre amour est entré en sommeil. C'est ce temps perdu que notre amour pleurait. Tu pleurais aussi? Ce sont tes larmes qui ont fait les miennes. Tu m'as revu en rêve à travers elles. Elles m'ont donné consistance et notre amour s'est réveillé, m'a réveillé. Je ne l'avais pas emporté avec moi dans la mort. Tu le craignais donc? Oui. Souviens-toi. Peu de temps avant d'entrer dans le coma, sur ce lit de l'horrible salle de réanimation de l'hôpital, j'ai senti une larme couler le long de ma joue. Tu me tenais la main. Tu pleurais dans ton âme. Cependant, tel que je te connais, ce n'était pas la mort que tu appréhendais. Tu te sentais comme coupable de désertion. Tu t'accusais de m'abandonner, moi, et tous ceux qui avaient encore besoin de toi. C'est vrai. Mais j'avais peur aussi, Henri chéri. Tu allais me manquer. J'avais peur de ton absence. Et je savais que je ne pouvais rien contre elle. Ma Paul, mon adorée. C'est extraordinaire tout ce que l'on peut voir, comprendre, se remémorer dans l'instant sans durée qui précède la mort. Je savais que seul ton amour pouvait me sauver du néant en me réincarnant en toi-même. Tu vois,
Il a fallu un certain temps d'épreuve pour en arriver là. Mais la suprême épreuve, n'est-ce pas celle que nous subissons en ce moment? Et si l'épreuve vient à prendre fin avant le lever du jour, si mon rêve vivant devient une réalité morte, c'est alors que ni toi ni moi, nous pourrons nous soustraire à l'affreux déchirement de la séparation. Sois sans inquiétude. Rien désormais ne saurait nous séparer. Tu vas reprendre le cours de tes occupations sans avoir à te soucier de ma présence invisible. Grâce à toi, par toi, je peux ne pas trop manquer à ceux qui attendaient encore beaucoup de moi. Nous nous reverrons donc? Cela ne dépend ni de toi ni de moi. Tu connaîtras toujours des moments de solitude, où tu seras éperdu d'amour, fou de douleur. C'est dans ces moments-là que nous nous retrouverons. Et si la douleur s'émoussait, si la folie disparaissait? Nous deviendrions muets et définitivement absents. Reste toi-même, mon chéri. Délivre-moi du remords d'être partie la première. Je t'aime, Paul, et je te le promets. Non, ne promets rien. Ton amour vit de ta douleur qui est aussi la mienne. De notre souffrance commune naît un bonheur nouveau. Laissons-le s'épanouir. Mais il me faut rester dans la nuit, celle de ton sommeil, Henri. Va te rendormir. Dors encore pour te réveiller tout à l'heure, aux autres, à la vie. Je reviendrai. Mon amour. Mon amour. C'est étrange, comme l'écriture donne corps à son rêve. Qu'en penses-tu, Victor? Je pense à la réflexion de Madame Bertin au policier qui l'interrogeait et qui me l'a rapporté. Il avait l'air heureux. En effet, je crois que la mort l'a surpris dans une sorte de béatitude. Pourtant, le premier entretien que nous venons de lire est suivi d'une note singulière. Écoute. Si cette visite est sans lendemain, écrit-il, si cet entretien d'ombre reste unique, je déchirerai ces pages et nul n'en saura jamais rien. Mais si, comme je le crois, je connaîtrai la joie d'en transcrire encore, alors je livrerai le cahier au hasard, en souhaitant qu'il tombe entre les mains de mon fils. Souhait exaucé, vois-tu. Et c'est bien par hasard que tu l'as découvert. J'imagine le choc que tu as ressenti. 3 entretiens en tout. Et tu m'as dit que seul le dernier est daté, et précisément de la nuit même de sa mort. Oui. La thèse du médecin légiste est donc juste. Après avoir écrit ces dernières lignes, il s'est effondré dans son fauteuil. L'air heureux, comme a dit Madame Bertin à l'inspecteur Massin. À propos de ce policier, il avait quelques raisons d'être troublé par les révélations de la femme de ménage, car enfin, jusqu'à présent, rien n'explique le mystère des meubles dérangés, des plantes arrosées et surtout du bouton de chemise recousu. Patience. Le second entretien jette quelques lumières à ce sujet. 2 lignes en haut de la page le précèdent, vois. 1h du matin. Je sais qu'elle va venir. Je l'attends. Puis la page reste blanche, comme pour exprimer l'attente. Il faut la tourner. Et tout à coup... J'avais la certitude de ton apparition. Mon aimé. Ma petite Paul. Je te contemple. Tu es exactement l'image que j'ai constamment de toi. La petite Paul d'il y a 50 ans, ou la Paul de toutes les autres heures de notre vie, je ne la retrouve qu'à travers les innombrables photographies que tu classais si patiemment. Mais la Paul de mes pensées est toujours celle que tu es à présent, celle que tu étais la veille même de ta mort. Et moi? Tu te figures peut-être que je rends visite à un certain jeune homme qui me racontait des histoires à l'époque où le cinéma n'était pas encore parlant? Tout notre passé se fond dans le présent et notre jeunesse ne nous a pas quittés.
Ni les cheveux blancs, ni les rides ne la cachent à nos yeux. Tu me vois dans la robe verte que tu as voulu conserver parce qu'elle est la dernière que j'ai portée. Je ne pouvais tout de même pas venir à toi en fantôme, ça n'aurait pas pris. Parce que les fantômes, tu l'as toujours dit, ça n'existe pas. Oh, c'est bon, mon ange, de t'entendre rire. Mais riras-tu si je te dis ce que j'ai fait le matin même qui a suivi ta précédente visite? Tu es allé vérifier si la robe verte était toujours dans le carton où tu l'avais soigneusement rangée. Tellement tu doutais de la réalité de notre rencontre nocturne. C'est vrai. Et tu as constaté qu'elle n'avait pas été touchée. Cela ne veut rien dire, mon chéri. Tu me vois parce que tu désires me voir ainsi. Fiction, réalité, pourquoi faire le départ? Je sais que tu transcris parfois sur un cahier tout ce que nous disons, comme pour te convaincre de la véracité de nos retrouvailles. Mais qui d'autre que toi pourrait y croire? Tous ceux qui aiment comme nous nous aimons? Oui. Mais ceux-là, et ceux-là seuls, les autres, les nombreux autres, ça... Allons, parle-moi plutôt des enfants, petits et grands. Tu sais bien que je suis devenu un peu toi-même, c'est-à-dire un peu plus maman que papa, grand-mère que grand-père. Mais hélas, je n'ai pas tous tes talents. Heureusement que personne n'attend de moi les 1000 services que seul tu pouvais rendre. Tu en rends bien d'autres. Reste toi-même, Henri. Cela suffit. D'ailleurs, c'est par toi maintenant que je peux être utile. Donne, prodigue toute ma dot d'amour, la seule que je t'ai apportée. Pardon, il y a eu les fameux Panama de ton père. Ah, que vous avez pu rire, vous moquer de moi, grand-père et de toi. Je ne savais pas que ces titres étaient sans valeur. Ah, que j'étais vexée. Ma chérie, ma chérie. Alors que les minutes nous sont comptées, je me demande comment il se fait que nous nous attardons à de telles réminiscences. Plaisantes, certes, mais si puériles. Parce que nous parlions des enfants, et que ces légers souvenirs sont ceux-là même que tu évoques quand tu leur racontes des moments de notre vie. Tu as raison, d'ailleurs. Pourquoi devrions-nous ressusciter les tourments que nous avons endurés comme tant d'autres, les drames que nous avons connus ou vécus, les malheurs qui nous ont endeuillés? Sourions aussi à nous-mêmes comme tu souris à nos enfants. Tu as raison. Et puis, je vais te demander une chose, sans vouloir te faire de la peine. Comme si c'était possible, venant de toi. Ne prononce pas si souvent le nom de mamie, comme tu le fais dans ton univers de tendresse. Je pense surtout aux petits. Je sens leur amour. Ils ont encore beaucoup de chagrin. Il ne faut rien dire qui puisse l'aggraver. Laisse-le s'estomper. Ils sont si jeunes, et ils ne doivent pas souffrir à cause de nous. Ils connaîtront inévitablement un jour d'autres douleurs qui les perturberont peut-être davantage. En attendant, que la joie demeure en eux et les fortifie. Montre leur bon visage, qu'ils ne s'aperçoivent pas que tu es parfois malheureux. Je ne peux plus être malheureux maintenant. Bien sûr. Ah, et ici, voyons, comment t'organises-tu? Je suis contente que Madame Bertin ait accepté de faire quelques heures de plus par semaine. Elle est très gentille et je l'aimais bien. Seulement, je ne suis pas d'accord avec elle quant à sa façon de disposer symétriquement les fauteuils, les chaises, les vases et mains objets. Tiens, ces chandeliers, par exemple. Tu permets? Je t'en prie. J'allais dire, fais comme chez toi. Là. Comme ça, c'est mieux, tu ne trouves pas? Mais si. Tu ne peux pas me dire que ces chaises en carré, ça te plaît à toi? Oh, bon. Et les plantes? Quoi, les plantes? Madame Bertin n'en prend pas soin? Certes, elle s'en occupe bien, c'est entendu. Mais pourquoi n'arrose-t-elle pas les Saint-Paulias? Est-ce que je sais? Elle doit penser qu'elles n'ont pas besoin de l'être autant que les autres, voilà tout. Je crois que c'est une erreur de laisser la terre trop longtemps sèche. L'arrosoir est sans doute toujours au même endroit dans la cuisine? C'est probable, mais que vas-tu faire? Je vais leur donner à boire.
N'y pense pas. Tu vois que j'y pense, au contraire. Ça, par exemple. Regarde comme elles avaient soif. Là, n'avais-je pas raison? Tu sais ce que ça me rappelle? Oh oui. Le tout premier jour de notre vie commune. Par un beau mois de septembre. Nous emménagions dans un petit pavillon de banlieue. Il y a 50 ans, c'était encore la campagne. Et tu avais acheté un gramophone que l'on remontait à la main, bien entendu. Et des disques que nous avons conservés. Des blues. Tu te souviens du jazz des années 20? Un hier si lointain. Ne sois pas triste, mon chéri. Il ne faut pas pleurer sur le commencement d'un amour qui ne finit pas. Toute heure de bonheur est une heure suspendue. Notre amour aura été un long sommeil, dont nous ne nous réveillerons jamais, n'est-ce pas? Jamais. Tant que tu dormiras. Avons-nous rêvé notre vie? Qui sait? Mais à présent, vis ton rêve, mon aimé. Troisième et dernier dialogue. La date est toute récente, vendredi 29 juin. Ici, la fiction atteint son paroxysme, et mon père en a toujours conscience. Oui. Victor, je crois comprendre la raison qui lui fait dire que le troisième entretien que nous allons lire sera le dernier. Laquelle? Le magnétophone. Comment ça? Il a voulu soumettre le magnétophone et par conséquent se soumettre lui-même à l'épreuve de l'enregistrement. Diable. Ce fut bien sûr un échec. Ah, pour lui, forcément. Mais pour nous, Victor, c'est l'explication des mystères qui ont troublé si fort Madame Bertin et intrigué l'inspecteur Massin. L'appareil est là. Si tu veux, avant de reprendre la lecture, je vais te faire entendre la voix de mon père. C'est une préface à ce qui va suivre. 27 juin. J'ai le pressentiment que le prochain entretien sera le dernier. Je n'en aurai donc transcrit que 3, alors qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Tant pis. Pour quand son ultime visite? Sa suprême visitation? J'ai dissimulé un magnétophone sous la console. Enregistrera-t-il sa voix? Avant de poursuivre, constate que sur le cahier, cet enregistrement est bien fidèle au texte écrit. Voilà. Hein? Exactement. Mot pour mot. Bien. Je vais remettre le magnéto en marche. Tout en écoutant, tu suivras sur le cahier. L'expérience sera vite concluante. Hein? Je stopperai dès qu'il y aura coupure, quand tu me le diras. D'accord. Allons-y. Enfin, mon aimé, j'étais inquiet, angoissé. Je t'attendais fébrilement. Dans un cauchemar. Stop! Avant qu'il ne dise « dans un cauchemar », il est écrit « c'est elle qui parle ». Je ne devrais pas te demander pourquoi. Premier blanc. Voyons la suite. Je reprends. Dans un cauchemar, je t'ai vu mourir une seconde fois. Par ma faute. Stop! Tout de suite après qu'il ait prononcé une seconde fois, elle l'interrompt. « Mon pauvre chéri, pourquoi te torturer ainsi ?» Il est inutile de prolonger l'expérience. Tout le reste est à l'avenant. Ce que mon père a fixé sur le papier, le magnétophone, lui, ne l'a pas enregistré sur le ruban. Et il est vraisemblable que la durée des blancs correspond à celle des répliques qu'il prête à ma mère. C'est sûr. Et facile à vérifier d'ailleurs.
Mais puisque le texte qui suit doit, à présent, nous éclairer complètement, reprenons la lecture à la phrase en suspens. C'est ici. Après, pourquoi te torturer ainsi? Lisons. Par ma faute, tu avais de la peine. Mon Dieu, comme il m'est arrivé de t'en faire au cours de notre existence. Et tu étais pâle, si pâle. Et avec le même regard douloureux que j'ai vu dans tes yeux, un jour que nous nous promenions dans le jardin de l'ancien Trocadéro, où nous avions pris l'habitude de nous rencontrer. Oh, je me souviens. C'était au printemps de l'année 1927. Pour une futilité quelconque, j'ai cru à t'entendre que nous allions nous séparer brouillés. Et c'est vrai, j'ai failli m'évanouir. Eh bien, le même regard, la même pâleur m'ont frappé de stupeur dans ce cauchemar, où je te voyais non t'évanouir, mais mourir. Et cette fois mourir de toutes les peines, de tous les chagrins accumulés que j'ai pu te causer. Je te reconnais bien là. Ton mauvais rêve était stupide, vraiment stupide. Tu sais bien que nous étions convenus depuis toujours, de toujours tout nous pardonner. Belle convention. Te pardonner quelque chose à toi? Tu plaisantes, non? Sais-tu pourquoi je me sentais accablé par le remords? Je ne veux pas le savoir. Je vais te le dire quand même. Parce que de toute ma vie, de toute notre longue vie à tous les deux, jamais, tu entends, jamais je n'ai pu t'adresser le moindre reproche. Aucun motif, rien, pas une peccadille. C'était vraiment de la tyrannie de ma part. Tu aurais aimé avoir une petite compensation. Tu ne crois pas si bien dire. Mais le pire, ce n'est pas cela. Si le remords me poursuit encore, c'est parce que toi, tu ne m'as jamais rien reproché non plus. Et pourtant... Et pourtant... Oh, c'est simple, mon pauvre chéri. Je te savais si malheureux quand tu avais toutes les raisons de n'être ni fier ni content de toi. Va, ton visage ne m'a jamais menti. Il prouvait que tu m'aimais et je sentais que dans ces moments-là, c'est toi qui souffrais le plus. Pardon quand même, mon amour. Je me sens tellement débiteur. Tu ne l'es pas. Tu m'as rendue heureuse, heureuse, sois-en sûre. Quand pendant l'occupation qui nous a si souvent séparés, tu me faisais parvenir tes lettres, crois-tu qu'en dépit des circonstances, je n'étais pas au comble de la joie? J'ai toujours en mémoire les vers que tu as écrits en 1942. Tu demandais alors au souvenir de nous donner la grâce, esprit ressuscité, de vivre avec l'absent pendant l'éternité. Nous avons cette grâce, Henri. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin de notre temps. Ceux qui nous aiment prendront peut-être le relais. Il leur suffira de ne pas oublier. Ils n'oublieront jamais. Nous vivrons en eux. Cependant, tout se désagrège, tout se disperse. Serons-nous pour toujours ensemble? Allons, l'heure ne doit pas être à la mélancolie, Henri. Dis-moi, pourquoi as-tu été infidèle à ton cahier depuis plusieurs mois? La page blanche m'effrayait, j'étais comme paralysé. Est-ce donc si difficile d'accepter d'être heureux? Moi, je suis contente de revenir ici, chez moi, chez toi, chez nous. Je constate d'ailleurs avec satisfaction que Madame Bertin ne dispose plus les objets et les meubles, comme auparavant, avec une parfaite symétrie. Elle pense sans doute que tu n'aimes pas cela. C'est très délicat de sa part. Il n'y a guère que les Saint-Paulia qu'elle s'obstine à ne pas arroser régulièrement. Mais que veux-tu? Elle prétend que je n'y connais rien, ce qui est vrai d'ailleurs. Elles tiennent le coup, ces fleurs. Après tout, elle a peut-être raison. Seulement, il faut bien que je trouve à redire à quelque chose. Je n'admets pas qu'il manque un bouton à l'une de tes chemises. Comment cela? En faisant mon petit tour dans l'appartement, comme à chaque visite, j'ai vu dans la salle de bain une chemise bien blanche, bien repassée et bien pliée, posée sur une chaise à ton intention, sans doute, pour que tu la mettes tout à l'heure. Or, il y manquait
un bouton au col. Et alors, c'est possible? Madame Bertin a dû poser la chemise sur la chaise, précisément pour penser au bouton. C'est son jour de couture le vendredi. Ah, eh bien tant pis, je l'ai recousu. Alors bon, qu'est-ce que je vais lui dire quand elle s'étonnera de la chose? Que tu t'es amusé à leur coudre toi-même. Elle ne le croira pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne vas tout de même pas lui dire que c'est ta femme. Elle le croirait encore moins et tu commencerais de l'inquiéter. De toute façon, je la sens déjà inquiète. Ah, ça, c'est peut-être parce qu'elle te voit souffrir en marchant et boiter parfois. Je voulais précisément t'en parler. Il faut absolument que tu fasses venir Victor exprès pour toi. Il est très bon médecin. Mon aimé, je voudrais tant t'aider à soigner ta jambe malade à toute heure de la journée. Hélas, j'apparais et je m'efface dans la nuit. Tu vois, l'heure sonne déjà de ton retour au sommeil. Va, Henri, mon chéri. Va dormir paisiblement. Crois-tu que ce me soit possible? Puisque je ne te quitte plus, même quand je m'éloigne. Paul. Paul, mon amour, j'ai peur. Reste, je t'en prie. Moi aussi, j'ai un poème écrit du fond de ma détresse, il y a longtemps, et qui chante dans ma mémoire. Paul, ne pars pas. Lorsque tu pars, je ne peux pas oublier le bruit de tes pas. Paul, mon absente éphémère, et si tu venais à mourir, je mourrais de ton souvenir, ma sœur, mon amante, ma mère. Le cahier se referme sur une postface que nous ferions mieux d'écouter, plutôt que de la lire, puisqu'il est allé jusqu'au bout du seul enregistrement possible, celui de sa propre voix. Et j'étais assez fou pour penser que le magnétophone enregistrerait les paroles de Paul. Qu'importe. Sa voix, son front, son regard, tout son être, c'est ma réalité à moi. Comment pourrait-il en être autrement? Elle m'habite, elle est en moi. Elle ne peut mourir vraiment que de ma propre mort. Survivre à un amour quand on a 20 ans, c'est s'exercer à revivre. Survivre à un amour au soir de la vie, c'est se préparer à mourir. Voilà, c'est tout. Ah, plus tard je pourrais raconter aux enfants un extraordinaire roman d'amour, dont le dernier chapitre vient de se clore. Oui, mais en laissant planer un peu des mystères que seuls nous pouvons expliquer à présent. À propos, devrons-nous en parler à la brave Madame Bertin et demander à ton confrère le médecin légiste de rassurer l'inspecteur Massin? Je ne le pense pas. D'abord, cette excellente femme ne croira jamais que M. Ruger ait pu coudre le bouton du col lui-même, puis qu'il ait consciencieusement replié la chemise pour la remettre exactement à l'endroit où elle était. Comment lui faire comprendre que ton père, plus rêveur éveillé que somnambule, agissait guidé par une main invisible, qu'il était lui et qu'il était elle en même temps, qu'il s'étonnait de ce qu'elle faisait, alors qu'en vérité, c'est ce qu'elle lui faisait faire qui aurait dû l'étonner. C'est là le vrai mystère qui reste entier. Il a pu trouver un bout de fil blanc sans toucher à la bobine ni à la trousse de couture, en automate. Il a enfilé l'aiguille, cousu le bouton et remis tout en place, tout comme il avait précédemment arrosé les plantes et déplacé les meubles. L'âme dédoublée, en quelque sorte. Il voyait sa femme agir ainsi. Alors tu comprends, la femme de ménage, le policier. Tu as raison.
D'ailleurs, pour l'inspecteur, l'enquête de routine, selon son expression, est tout à fait satisfaisante. Dans un cas pareil, les bornes se fixent d'elles-mêmes. Ce domaine n'appartient qu'à nous. Et l'unique et insondable mystère qu'il renferme, c'est l'amour. Père nous a légué un trésor d'intimité. À nous de le préserver. Et que sa mémoire nous aide à vivre. Lui qui est mort de se souvenir.